Bonjour tout le monde, merci de participer au premier sommet virtuel des entretiens Jacques Cartier. Notre enregistrement aujourd'hui sera diffusé donc le mardi 3 novembre à 11 heures au Québec et 17 heures en France. Donc l'intitulé de notre table ronde est « La science et l'innovation en situation d'urgence sanitaire, les leçons de la COVID-19 ». Et cette table ronde va être animée par Rémi Quirion, à qui je laisse la parole dès maintenant. Oui, bonjour à tous. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et on a vraiment un panel de 4 experts qui vivent toujours la pandémie, je dirais, parce qu'on est toujours dedans, aussi bien en France, dans la région lyonnaise, qu'au Québec et au Canada. Donc, les 4 intervenants. On va débuter avec la docteure Florence Adair, qui est infectiologue terrain, là, spécialiste des maladies infectieuses dans la région lyonnaise, qui a vécu et qui vit encore la pandémie là, au jour le jour, qui va nous parler de son expérience. Par la suite, Dr Mona Nemer, qui est la conseillère scientifique du gouvernement du Canada et qui, elle aussi, bien sûr, a été aux premières loges pour tout ce qui est stratégie gouvernementale par rapport à cette fameuse pandémie. Troisième intervenant, Dr Marc Bonneville, directeur de recherche au CNRS et depuis quelques mois, directeur médical et scientifique et directeur général adjoint de la Fondation Mérieux, un expert dans le domaine avec plusieurs publications du côté maladies infectieuses. Et finalement, un collègue à l'Université McGill, Vincent Moser, docteur Vincent Moser, aussi médecin et chercheur du côté génétique, qui était très impliqué là, soit mis sur pied d'une biobanque COVID ici au Canada. Donc, sans plus tarder, on va donner la parole à Florence, qui va nous dire quelques mots là, sur l'expérience qu'elle a vécue et est toujours en train de vivre là, au cours des derniers mois par rapport à cette fameuse pandémie. Merci beaucoup. Donc oui, expérience malheureusement toujours d'actualité. Bonjour, je vous remercie infiniment de pouvoir échanger avec vous dans le cadre de ces entretiens Jacques Cartier et de pouvoir parler avec vous outre-Atlantique, le Québec, qui, vous le savez, est toujours cher à notre cœur en France. Donc moi, je suis vraiment un médecin de terrain et je gère un service ici d'une cinquantaine de lits. Et vous savez que le mode d'entrée en France dans la pandémie, ça a été essentiellement par plusieurs clusters qu'on a eu consécutifs au mois de février. Et puis, on a compris qu'on allait être impacté très durement quand la pandémie a touché l'Italie et qu'on nous a annoncé un jour 30 cas en Italie, puis le lendemain 300, puis le surlendemain 3000. Et là, on a compris que ça allait être important en Europe parce que la machine était lancée. Et Lyon étant dans l'est de la France, on a été vraiment impacté très durement. Et c'est tout l'est de la France a vraiment été impacté en premier. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'expérience des maladies infectieuses émergentes, ce qu'on appelle les maladies infectieuses émergentes, des centres comme les nôtres, on les a parce qu'on a eu des séquences épidémiques successives qui se sont enchaînées sur les 10-15 dernières années. Et on a eu une grosse alerte entre 2013 et 2016, comme vous le savez, avec l'alerte Ebola. Et donc un certain nombre de structures sanitaires, et en France, c'est un peu quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, sont dédiés à la prise en charge des maladies émergentes graves. Et donc, notre service est un service référent. Donc, on était, entre guillemets, à la fois prêt et pas prêt. On était prêt dans l'esprit, c'est-à-dire le service est structuré pour ça, nous sommes entraînés pour ça. On n'était pas prêt du tout pour l'aspect quantitatif, c'est-à-dire on a été complètement débordé du jour au lendemain par un afflux de patients absolument massif. Donc, ça, c'est important de comprendre qu'on n'est jamais prêt. Le qualitatif, on connaît. Le quantitatif, ça a été extrêmement difficile à gérer. Et qui dit quantitatif dit comment s'organiser.
Ça veut dire que du jour au lendemain, toute la structure sanitaire française, mais je pense que c'est dans toutes les zones que les zones qui ont été touchées, toute la structure sanitaire s'est retrouvée à ne faire que ça. Et donc, ça pose plusieurs questions. Ça pose, il faut très, très vite maîtriser les tenants et les aboutissants d'une nouvelle maladie qu'on ne connaît pas. Donc, pour des docteurs, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut monter en puissance très, très vite dans le domaine des connaissances. Donc, beaucoup de communication avec les collègues et les autres zones du monde qui étaient impactées en même temps. La deuxième chose, c'est qu'un hôpital, c'est là pour tout le monde et qu'à un moment, on s'est retrouvé dans une situation où on a pu prendre en charge qu'une typologie, c'est-à-dire qu'une maladie dans des proportions très importantes et tous les autres gens et toutes les autres personnes qui avaient toute autre problématique étaient nécessairement plus prioritaires. Et donc, ça a été une énorme difficulté pour nous de gérer le quotidien, la gestion d'un hôpital au quotidien et de ne pas laisser tomber les gens qui en avaient besoin et en même temps de se servir de l'hôpital pour accueillir tous ces patients-là. Et puis voilà. Et donc ça a été extrêmement difficile, outre le fait qu'on a appris à connaître cette maladie et qu'il y avait des exigences de sécurisation des équipes, puisque les équipes, bien sûr, infirmières, aides-soignantes, tous les médecins, on a dû apprendre comment se prémunir de cette maladie pour qu'on ne soit pas impacté nous-mêmes par la maladie, de façon à pouvoir faire tourner l'hôpital. Sur l'autre aspect, il a fallu développer de la recherche en temps réel et c'est la première fois, je pense, qu'on est en capacité de pouvoir dire qu'on a réussi à développer sur, on va dire, l'ensemble de la géographie mondiale, de la recherche en temps réel. Et ça a été un sacré challenge et je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en discuter un petit peu plus tard. Et c'est ce qui a occasionné que j'ai eu ces 9 derniers mois de vie. J'ai une vie dans la journée où je gère un service avec mes collègues et où on gère les patients. Et j'ai une vie la nuit où on mène des protocoles et des projets de recherche internationaux et où on fait avancer tout ce qu'on peut faire avancer avec actuellement cette première série de médicaments qu'on a testés, qui sont des médicaments dits de requalification, c'est-à-dire des médicaments dits de repurposing, c'est le mot anglophone. Et on arrive à la fin de cette phase-là et on va attaquer, j'espère, la période où on va avoir des médicaments un petit peu plus spécifiques. Voilà. Pour ce qui est du vécu et de comment on a géré, ou j'ai personnellement géré tout ça, je pense que ce sera intéressant peut-être de parler à la fin, parce que ce qui est intéressant, c'est peut-être plus les leçons qu'on en tire que le vécu un peu traumatique que ça a été et sur lequel on est en train de travailler tous ensemble en équipe. Pour moi, c'est plutôt important maintenant de me projeter dans l'avenir. Voilà, merci. Merci beaucoup, Florence, très apprécié et sûrement qu'on va pouvoir avoir une discussion intéressante par la suite, là. Mona, pour le Canada. Oui, oui, alors bonjour tout le monde, bon après-midi, chers collègues, amis français et particulièrement lyonnais, avec qui j'ai eu le grand plaisir d'entretenir des collaborations soutenues pendant plusieurs années à titre de vice-présidente recherche à l'Université d'Ottawa et d'avoir vraiment des projets structurants avec Lyon. Alors, moi, dans mon rôle de conseillère scientifique en chef du gouvernement du Canada, du Premier ministre et du cabinet, j'ai été extrêmement occupée à fournir des conseils scientifiques et je peux dire que c'est probablement quand même quelque chose d'inusité où la science en temps réel influence les politiques gouvernementales. Donc, ça rend la chose d'autant plus, je dirais, exigeante de donner des avis qui vont être très conséquents. Donc, à partir du mois je vous dirais, de février, dès que les premiers cas se sont présentés en Amérique du Nord et ayant vu ce qui se passait dans le reste du monde, en Asie, en Europe, j'ai mis sur pied un comité aviseur scientifique pour m'aider à conseiller le gouvernement en matière des décisions qui relèvent du gouvernement. Alors, il faut rappeler qu'au Canada, la santé, c'est un domaine de compétences partagées
entre le gouvernement fédéral et les provinces. Donc, j'ai eu le plaisir de travailler, de collaborer avec Rémi de façon étroite pendant ces derniers 8-9 mois. Et ça continue. Donc, ce comité, évidemment, au début, il n'y avait pas d'experts de COVID-19. On a donc trouvé des experts en maladies infectieuses, en virologie, en modélisation mathématique, mais également en sciences sociales, en psychologie, comportement, communication de risque, etc. Et donc, on donnait des notes scientifiques et des avis scientifiques au gouvernement de façon régulière. Sur des sujets qu'ils demandaient, puis et des fois aussi de façon proactive. Quand on voyait que certaines choses s'en venaient. Alors donc, on a par exemple des avis sur le dépistage, sur la COVID chez les enfants, sur la transmission de la COVID dans l'air. On a mis sur pied un comité pour aviser sur l'achat, la procuration, l'appui pour la recherche en vaccinologie, en vaccin pour la COVID-19. Donc, tout ça, c'était la partie avis scientifique. Il y avait une deuxième partie également qui était de conseiller le gouvernement en matière de recherche donc sur la pandémie, sur la virologie, plus particulièrement sur SARS-CoV-2, etc. Et donc, le Canada a mis une quantité appréciable d'investissements pour la recherche dans ces domaines donc, qui étaient urgents, à la fois de la recherche de base, mais également de la recherche clinique. Donc, il y avait un effort de coordination important à faire entre les scientifiques académiques, les universités, le secteur privé et le gouvernement. Et je crois que c'est quand même, on a vu au Canada quelque chose de très inusité, qui est une mobilisation générale à la fois du secteur privé, qui a fourni du matériel de protection personnelle, qui a aidé pour le dépistage, et les académiques, les scientifiques qui n'ont jamais été aussi présents dans des comités de conseil, de donner des avis au gouvernement. Alors, je peux vraiment dire que c'était un effort d'équipe Canada, d'équipe Science Canada. Donc, s'il y avait un aspect positif à cette pandémie, je crois que c'est cette mobilisation et cette collaboration qui d'ailleurs ne s'est pas arrêtée au Canada, mais j'avais des collaborations et des partages d'informations réguliers avec mes vis-à-vis à l'international, en Europe, aux États-Unis, partout. On avait des appels réguliers chaque semaine où on se partageait l'information et on s'entraidait mutuellement. Alors, donc voilà pour les derniers mois. Puis hélas, je ne peux pas me mettre encore au passé puisque la pandémie sévit toujours puis continue à travailler. Merci beaucoup, Mona. Maintenant, Marc. Alors, moi, je suis chercheur académique et immunologiste de formation et j'ai rejoint l'Institut Mérieux il y a quelques années et la Fondation Mérieux depuis quelques mois en tant que directeur médical et scientifique. Et en fait, le groupe Mérieux s'est retrouvé vraiment au centre de la crise sanitaire, d'une part parce que l'une de ces entités au sein de l'Institut Mérieux, qui s'appelle BioMérieux et qui est le leader mondial du diagnostic microbiologique, bien évidemment, était en première ligne pour produire des solutions diagnostiques pour répondre au Covid, mais également la Fondation Mérieux travaille depuis une cinquantaine d'années sur l'accès au diagnostic et la recherche sur les maladies infectieuses dans les pays à ressources limitées. Alors, que peut-on dire de la recherche et de l'innovation dans le contexte de cette pandémie ? En fait, bon, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu une mobilisation sans précédent des scientifiques qui a permis une avancée ultra rapide de notre compréhension de la Covid-19. Et ce, basé aussi bien sur des initiatives individuelles que sur la mise en place de grands consortia internationaux s'appuyant eux-mêmes sur le montage de larges cohortes de patients. De la même manière, en fait, sous l'angle de la recherche et développement, de l'innovation,
Il y a eu là aussi une mobilisation inédite des acteurs de l'innovation, à la fois pour le développement de solutions diagnostiques. Par exemple, il y a eu déjà plus de 200 tests qui étaient listés sur certains sites dès le mois d'avril 2020, mais également mobilisation de tous les acteurs pour le criblage et l'évaluation de nouveaux médicaments ou le développement de nouvelles plateformes vaccinales, et ce, dans des temps records. Là aussi, on peut comptabiliser plus de 160 vaccins à l'étude au mois d'août 2020. Alors, en expérience interne, disons, plus spécifiquement bioMérieux, par exemple, dès la connaissance en fait des séquences du virus, donc courant janvier, donc bioMérieux a pu se mobiliser et développer en l'espace de quelques semaines seulement, alors que cela prend généralement plusieurs mois, plusieurs tests diagnostiques moléculaires et sérologiques, aussi bien sous des versions manuelles qu'automatisées. On peut noter également dans le contexte de l'innovation, donc comme je l'ai dit, la mise en place de procédures accélérées de criblage de médicaments, là aussi le montage de consortia internationaux qui ont permis des évaluations comparatives de traitement dans différents modèles précliniques. Alors, cette mobilisation inédite, elle pourrait permettre, notamment dans le domaine des vaccins, de répondre à ce que l'on appelle un triple défi. Le premier défi, c'est de développer le premier vaccin contre un coronavirus, quel qu'il soit, et de valider de nouvelles plateformes, typiquement par exemple les vaccins ARN, qui n'ont jamais encore été démontrés comme des plateformes vaccinales menées à très large échelle chez l'homme. Le deuxième défi, c'est d'accélérer le temps de développement, sachant qu'actuellement, on s'oriente vers des délais entre le lancement du programme de vaccination, de lancement de programme de développement de vaccins et la mise en œuvre d'une vaccination massive, qui pourrait être de l'ordre de 6 à 12 mois. Et à titre de comparaison, le temps moyen de développement d'un vaccin est de l'ordre d'une dizaine d'années. Et de ce côté-là, on peut souligner l'extrême souplesse dont ont fait preuve les agences réglementaires et notamment la FDA américaine. Et enfin, le troisième défi, c'est celui de pouvoir répondre aux enjeux logistiques d'une vaccination à l'échelle mondiale. Et je pense qu'on pourrait beaucoup apprendre de cette crise. Alors, il y a eu, tout comme dans le secteur académique, une mobilisation sans précédent de moyens financiers, à la fois au niveau de gouvernements et des autorités européennes, mais aussi via des initiatives transsectorielles publiques et privées à visée internationale. Et on peut bien évidemment citer l'initiative européenne ACT Accelerator, qui prône un accès universel de solutions diagnostiques, thérapeutiques et vaccinales. Alors, on peut, puisqu'en fait, un des objets de cette table ronde, c'était d'évoquer les difficultés et les risques de dérive, il y a eu une débauche, en fait, ce qu'on appelle une infodémie autour du Covid, pas seulement au niveau des médias classiques, mais également au niveau de la science, et également des dérives aussi au niveau de l'industrie et de l'innovation. Et en particulier, on a pu noter un certain nombre d'annonces prématurées d'efficacité de médicaments, que ce soit par des académiques ou par des industriels, mais aussi parfois une intrication entre le domaine politique et le domaine de l'innovation, notamment concernant l'annonce de nouveaux vaccins. Et ceci doit nous amener à rester vigilants sur les risques d'interpénétration entre ces différents domaines. Merci beaucoup, Marc. Vincent, maintenant. Oui, bonjour à tous. Bonjour Lyon, bonjour Montréal. Je suis interniste de formation, chercheur. J'ai passé aussi ces 20 dernières années à faire des grands programmes de médecine clinique, médecine génomique, et j'ai rejoint McGill l'année passée en août. Mon premier contact avec Covid a eu lieu le 19 mars. J'avais rendez-vous à ce moment-là avec Rémi Quirion pour discuter de médecine génomique. Et Rémi, avec son équipe, avait bien identifié le problème qui allait venir, le tsunami qui allait bientôt nous toucher. Je remarquerai que le 19 mars, il n'y avait pratiquement qu'une poignée de patients hospitalisés dans les hôpitaux de la province qui a ensuite été touchée extrêmement agressivement par la pandémie. Et c'est à cette rencontre que Rémi, Carole Jabet du Fonds de recherche Québec en santé et Daniel Coder, voyant venir le problème, voyant aussi la nécessité d'avoir des données et des échantillons de patients COVID pour pouvoir faire une recherche de qualité,
m'ont mandaté pour construire une biobanque pan-provinciale, décentralisée, pour rassembler les données et les échantillons de COVID, en m'assurant de leur soutien personnel, mais aussi financier. Et ça a été absolument essentiel pour lancer le projet. En 2 jours, Rémi et son équipe et moi avons mis une task force en place de 12 personnes avec chacune des compétences spécifiques en clinique, soins intensifs, immunologie, vaccinologie, IT, légal, éthique, anthropologie, etc. Et pendant 30 jours, nous nous sommes réunis tous les jours, samedi, dimanche compris, pendant 1h30 pour identifier les questions auxquelles on voulait répondre, dessiner le projet, soumettre une demande à la commission d'éthique, obtenir la réponse de la commission d'éthique. Et 10 jours plus tard, nous recrutions le premier patient à l'hôpital général juif ici à Montréal avec Brent Richards. Rémi aussi nous a assuré de son soutien auprès des instances fédérales, Mona et d'autres personnes qui ont soutenu aussi notre effort ensuite pour étendre notre recrutement. En 2 mois, nous avons recruté plus de 1000 patients et dont nous avons aujourd'hui les données, les échantillons et que nous commençons à exploiter avec le mandat aussi de mettre à disposition et les données et les échantillons à l'ensemble de la communauté scientifique qui puisse bénéficier de cet investissement pour générer les connaissances qui permettront aux parties prenantes de prendre des décisions adéquates. Nous sommes aujourd'hui à 7 mois d'efforts. Nous nous sommes, je crois, la task force réunie 62 fois, toujours virtuellement. Je n'ai jamais rencontré des visous, la moitié des personnes qui travaillent sur ce projet. Je pense qu'il y a à peu près 300 personnes qui ont mis la main à la pâte et qui ont retroussé leurs manches pour rendre ce projet possible. Nous avons encore des beaux défis devant nous, nous avons encore des attentes du public. Nous devons délivrer ici maintenant les connaissances et honorer le mandat qui nous a été confié. C'est un beau mandat, c'est un mandat que nous allons aussi réaliser à l'interface avec d'autres projets internationaux. Nous sommes en contact très régulier chaque semaine avec la Grande-Bretagne, avec la France, avec d'autres investigateurs avec lesquels nous partageons nous aussi notre expérience et nous voulons partager aussi nos données. C'est particulièrement crucial en ces temps où la deuxième vague est en train de nous atteindre tous. Merci. Donc, merci beaucoup, Vincent. Merci à vous tous. Là, peut-être quelques mots de mon côté. Comme ça a été mentionné par les collègues, là, Florence a été très terrain, Vincent aussi, mais des gens comme Mona et moi, là, je veux dire, c'était aussi là, presque du 24/7. Là. À un moment donné, on perd la notion de la journée où on est rendu parce que tout devient un peu gris, je dirais. Là. Mais ce qui a été positif, comme ça a été mentionné par plusieurs d'entre vous, là, c'est vraiment l'agilité. Hein, vraiment la participation des chercheurs, du privé, du public, de tous les secteurs pour dire qu'il faut travailler ensemble au niveau local, mais bien sûr au niveau à l'international aussi. Là. Et ça, on espère vraiment que ça va continuer, là, cette agilité-là. Et vraiment aussi des avancées en sciences ouvertes, accès aux données. De dire, ben là, c'était déjà là. Mais vraiment, la COVID nous a propulsés en avant là, rapidement et c'est quelque chose qu'on doit essayer de garder. C'est certain qu'il y a des défis. Hein, on n'est pas encore, je me dirais, en québécois, là, pas sorti du bois. Il reste encore beaucoup de défis. Je pense qu'avec les outils qui ont été développés de part et d'autre du côté français et du côté canadien, en continuant à travailler ensemble, on va arriver. C'est certain qu'on voit aussi, par contre, dans notre société, là, nos concitoyens qui sont un peu fatigués là, de tout ça. Il y a eu tellement d'informations au jour le jour que des fois, est-ce qu'on va s'en sortir? Donc, le moral des troupes est peut-être moins bon qu'il était au début. Donc, on doit veiller beaucoup à tout ça au cours des prochains mois. Et l'aspect santé mentale, pour nous, devient de plus en plus important. Peut-être je demanderai maintenant à Nathalie de revenir nous voir pour poser peut-être une dernière question là, pour un tour de table sur leçons peut-être apprises de cette pandémie.
Si vous voulez, merci, merci à tous. Franchement, les sujets de chacun sont très passionnants. On voit la mobilisation qui a eu, le changement d'esprit et puis toutes les stratégies de communication qui ont abouti positivement ou avec des leçons à apprendre de ce côté-là. La relation internationale, je crois aussi, entre la France, le Canada, le Québec. Maintenant, une question un peu plus ouverte. Donc, Rémi nous a lancé, c'était va-t-on tous revenir dans nos vieilles pantoufles après la pandémie? Donc, finalement, quelles sont les leçons qui ont été apprises de votre expérience? Merci. Et qui veut commencer? On commence avec Florence, encore? On peut tout à fait. Alors, les leçons, revenir dans nos vieilles pantoufles, non, ça non. C'est clair que non. Il va y avoir un changement sociétal, ne serait-ce que par le fait que les gens prennent conscience que la nature est bien présente et qu'elle est toujours plus forte que nous. Et il faut de temps en temps, malgré tout, que tout le monde soit bien conscient de ça. Et je pense que c'est malheureusement une des leçons de cette crise sanitaire qui est voilà, via un virus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça a changé beaucoup notre façon de travailler, d'interagir au national et à l'international par le numérique. Et ça, je dirais que c'est pour nous, qui sommes un tout petit pays qu'on peut traverser de part en part avec un TGV, c'est une leçon importante parce qu'on perd beaucoup moins de temps et on communique finalement beaucoup mieux et tout aussi bien, je pense, en numérique sur un certain nombre de choses. Et ça nous a décomplexé par rapport à, et ça c'est très important en médecine appliquée sur le terrain, par rapport au fait de communiquer les uns avec les autres à l'international, c'est-à-dire me mettre en communication avec quelqu'un au Japon ou à San Francisco ou au Canada ne pose plus aucun problème et ne me fait plus peur dans la mesure où avec les fuseaux horaires, on gère ça très très bien. Et ce n'était pas nécessairement le cas avant, où c'était un petit peu plus, je dirais, formel. Et ça, c'est très important pour décloisonner des domaines scientifiques. Moi, j'aurais une énorme interrogation par rapport au rôle des médias, par rapport au rôle des réseaux sociaux, c'est-à-dire trop d'informations tue l'information. Et donc, il faut se poser des questions par rapport au rôle, à l'interface, parce que ce n'est pas le rôle, c'est l'interface que représentent les médias, et à la puissance médiatique au bon sens du terme et au mauvais sens du terme. Et il faudra faire un débriefing là-dessus. Voilà, donc bon, il faudra tirer les leçons. Pour ce qui est de la recherche, moi, j'ai énormément appris et j'ai, en termes de recherche clinique pour les patients, je pense qu'on a tous beaucoup progressé au niveau international sur la façon de mener des essais de très grande ampleur avec ce qu'on appelle les fameux essais randomisés ou les fameux essais plateformes. Et ça, c'est un gain majeur parce que c'est un changement de paradigme dans nos disciplines que d'apprendre à faire à mener ce genre de projet. Et en ce qui me concerne personnellement, mais je pense aussi pour toute la communauté médicale infectiologique française, mais qui s'intègre dans un cadre international, on a appris à faire ça. Et je pense que ça, c'est un acquis majeur vis-à-vis des maladies infectieuses émergentes. Voilà. Merci beaucoup à Florence. Certainement des points qu'on pourra, s'il nous reste un peu de temps, rediscuter, tout ce qui est le rôle des médias aussi, là. Mona. Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Florence a dit. Peut-être que j'ajouterais du point de vue et pour revenir à tes propos, Rémi, du point de vue de la science, je crois que le libre accès, c'est quelque chose de très important et je crois que la pandémie nous a démontré à quel point c'était important pour tout le monde d'avoir accès à l'information scientifique. Donc, moi, je suis très heureuse. Tôt dans la pandémie, avec justement mes collègues internationaux, nous avions fait un appel aux éditeurs de journaux scientifiques pour demander que les COVID soient libre accès et puis regarder comment ça nous aide tous. Alors ça, j'espère que ce sera un non-retour là, à la façon plus traditionnelle. En termes de recherche et d'innovation, je dirais la pandémie a quand même
mis en relief comme jamais auparavant l'importance de la recherche fondamentale, puisqu'on ne sait pas c'est quoi la prochaine urgence nous frapper, mais aussi l'innovation. Donc, je crois que là-dessus, les gouvernements ont déjà commencé à se pencher sur des façons d'améliorer donc l'innovation, les diverses étapes, tout ce qui est requis pour finalement viser les découvertes et la recherche. Là-dessus, j'aimerais aussi souligner, j'aurais dû le faire avant, l'importance des liens avec l'industrie. Et je veux souligner l'apport de Biomérieux et leur aide à toute la question de dépistage au Canada, puisque très tôt, ils ont accepté de nous donner les formules de leurs réactifs pour qu'on puisse les faire maison, quand il y avait déjà des pénuries de réactifs là, pour le dépistage. Ce qui m'amène également à l'espèce de grande révélation pour plusieurs pays occidentaux, qui est le manque de sécurité sanitaire de nos pays. Et je crois que là-dessus aussi, ça ouvre peut-être des avenues de collaboration internationale qu'on avait jusqu'à maintenant un peu négligées. Et enfin, je crois qu'il y a quand même toute la question de coordination de la recherche, de la coordination des avis scientifiques à l'intérieur d'un pays, à l'international, à travers les différents lieux, qu'il va falloir également, je crois, revoir. Les avis scientifiques, les gens réalisent maintenant à quel point c'est important dans les pandémies, mais c'est également important en temps normal, puisque les gouvernements doivent toujours prendre des décisions. Oui, merci bien, Mona. Et c'est vrai que la science n'a jamais été aussi présente dans notre quotidien. Marc? Alors, je voudrais rebondir justement sur les remarques de Mona et Florence, et je pense qu'effectivement, je pense qu'il y a plusieurs leçons à la fois positives et puis des interrogations, des points de vigilance. La première, c'est la prise de conscience de l'importance de poursuivre et de renforcer la recherche et l'innovation dans le domaine des maladies infectieuses, qui avaient tendance à être assez délaissées au profit de ce qu'on appelle les maladies non transmissibles. Et dans le domaine des maladies infectieuses, il y a aussi, et ça c'est assez inattendu, la perception par le public et par les autorités de l'importance du diagnostic dans la prévention et le contrôle des maladies infectieuses. Et il est étonnant de voir le nombre de personnes, de non-spécialistes, qui commençaient à s'engager sur des termes qui étaient assez abscons concernant les performances des tests, les tests automatisés, les tests manuels. Donc ça montre qu'il y a eu véritablement une prise de conscience de ce côté-là. Je pense que là, et comme cela a été également souligné par Mona et Florence, il y a eu une véritable emprise des nouveaux outils digitaux qui ont transformé complètement notre mode de fonctionnement, que ce soit à travers l'organisation des colloques et réunions à distance, mais aussi à travers l'accélération de la diffusion scientifique, et notamment par les sites de prépublication, avec les risques que cela comporte, puisqu'il s'agit bien évidemment de revues qui n'ont pas encore été préévaluées par les pairs. Dans le domaine plus particulièrement de l'innovation, la crise a véritablement révélé des opportunités d'accélérer le processus de recherche et développement, en mettant par exemple en place des écosystèmes d'innovation qui associent des acteurs publics et privés, mais aussi en fluidifiant la communication avec les acteurs réglementaires et notamment en assouplissant le fonctionnement de ces agences, par exemple par l'accélération de la mise en place de processus de DUA de la FDA américaine. Maintenant, les leçons, je dirais, et les points de vigilance. Et je pense que la première, c'est qu'il faut savoir rester humble, savoir reconnaître que l'on ne sait pas tout, éviter de susciter des espoirs qui sont rapidement déçus et surtout éviter le simplisme, sous prétexte de prôner la simplification. Il y a également l'importance d'éduquer le public et les médias sur l'épistémiologie et le fonctionnement de la science, mais aussi des chercheurs sur les règles déontologiques de communication. Et là aussi, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire.
Oui, excellent commentaire. Marc est tout à fait d'accord avec tes 2-3 derniers points là. On doit apprendre de tout ça. Vincent? Oui, merci. Difficile de venir quatrième quand mes trois partenaires ont fait des propositions aussi relevantes. J'ajouterais peut-être 2 à 3 points. Un, je pense que Covid nous a montré que ce qui était impossible est possible. Je ne pense pas qu'on aurait pu imaginer dans ma vie pouvoir assembler, par exemple, une équipe pareille pour réaliser un projet aussi complexe et aussi multidisciplinaire que ce que nous avons commencé à construire ici. Et là, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce n'aurait pas été possible, encore une fois, sans le soutien gouvernemental. Et je pense qu'on a besoin du gouvernement, on a besoin de leur soutien, on a besoin de leur appui, on a besoin aussi de leur finance, quelque part. Et je salue ici, encore une fois, ce dont nous avons pu bénéficier ici. Je pense qu'il y a des menaces, il faut qu'on fasse très attention aussi. Un, c'est ne jamais sacrifier quand même la qualité à la quantité. Et il y a une pression énorme, naturellement, de la part des médias, certes, mais de la part aussi des journaux scientifiques de publier. Pour nous, scientifiques, il y a une grosse pression aussi à publier, à rester au sommet. Et on doit faire très, très attention de ne jamais sacrifier la qualité à la quantité. La deuxième, c'est naturellement les aspects éthiques. Ne jamais sacrifier l'intérêt des participants à nos études, par exemple à nos publications. Et là, on doit être extrêmement vigilant. Les dérapages sont extrêmement tentants. La troisième chose, je rejoins aussi ce qui a été dit avant, en particulier à ce que Marc, tu disais, c'est la communication. Jamais la science a été aussi importante, mais jamais la science n'a jamais été aussi cruciale à communiquer correctement si on veut éviter les complotistes, etc. Et là, je pense qu'encore une fois, ce sont une responsabilité collective pour nous, membres de la communauté scientifique et chercheurs, mais aussi pour les gouvernements, pour les médias, de s'assurer que les scientifiques sortent, qu'ils expriment leur position, qu'ils expriment leur humilité aussi et les limites de leur savoir, et les investissements qui doivent être faits encore pour combler les trous dans notre savoir. Voilà quelques points. Merci. Merci beaucoup. Merci à chacune d'entre vous. Là. Peut-être Florence avait parlé un peu du dernier point, là, Vincent, ce qui est de désinformation, le rôle des médias. Est-ce que, terminant, vous avez quelques suggestions à faire? Ce n'est pas un secteur, ce n'est pas un domaine facile, mais est-ce que vous avez tous réfléchi à ça, j'en suis convaincu. Vous aviez des suggestions à nous faire, peut-être Florence? Alors moi personnellement, en tant qu'investigatrice principale d'un gros essai en France, au moment de la première vague et un peu dans le flux, j'ai été très, très, très sollicitée par les médias. Et ce que souhaitaient les médias, c'était que je lance et que je réponde à des polémiques dont on sait très bien que ces polémiques-là, ça dure un temps, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On voulait que je parle dans un format très court, qui n'est pas compatible avec ce que disait Marc tout à l'heure, c'est-à-dire le simplisme, ça n'est pas la simplification, c'est-à-dire on ne peut pas expliquer des concepts compliqués en 30 secondes, ce n'est pas possible. On peut le faire en quelques minutes, mais pas en 30 secondes. Et d'autre part, c'est un peu le miroir aux alouettes, c'est-à-dire qu'on doit se concentrer sur notre rôle. Moi, mon rôle, c'est de faire du soin, c'est de faire de la recherche clinique et c'est de faire de la recherche translationnelle et d'implémenter les biobanques dont on nous a parlé, dont nous a parlé Vincent. Et ça, c'est mon rôle. En revanche, la seule fois où je suis passée dans les médias, c'est quand le Premier ministre m'a demandé de le faire parce que je suis un serviteur du service public, c'est-à-dire je suis du service public. Et quand le gouvernement me demande de monter au créneau, je monte au créneau. Et je me suis bien prémunie de trop discuter avec les journalistes parce que je sentais bien que j'étais sur un terrain où je n'étais pas en confiance et toute parole pouvait être récupérée à mauvais escient, encore une fois, effectivement, comme le disait Vincent, plus dans un état d'esprit parfois qui alimente la polémique des complotistes. Et ça, pour nous, c'est vraiment impossible à gérer dans un contexte où notre travail et notre mission priment. Et donc, moi, ma problématique, ça a été ça depuis le début et ça reste.
toujours une problématique actuellement parce qu'il n'y a pas eu de gros changements par rapport à ça. Oui, merci beaucoup, Florence Mona. Mais écoutez, moi je crois que le dialogue avec les citoyens est extrêmement important. Je reviens à ce que Marc a dit, l'importance de la méthode scientifique pour outiller le public pour qu'il puisse déterminer si les sources d'information sont rigoureuses, sont fiables ou pas. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas quelque chose qu'on commence et qu'on arrête. Alors, je nous invite tous à le faire. Je crois que les jeunes sont particulièrement plus doués peut-être que nous pour la communication. Ils sont extrêmement sensibles également aux différents médias, à ce qui résonne ou résonne pas. Donc, moi, je dirais qu'on a besoin d'avoir des jeunes dans la science, mais on a aussi besoin d'avoir ces scientifiques un peu partout, dans toutes les sphères de l'économie, du travail, en communication, au niveau du gouvernement, parce que ce n'est pas juste un endroit, la communication, c'est vraiment partout. Et qu'on le veuille ou pas, on communique avec quelqu'un qui va aussi communiquer. Donc, je crois que c'est un projet de société et c'est une des grandes leçons de cette pandémie, je crois, l'importance de la culture scientifique et la capacité d'avoir un dialogue soutenu avec les citoyens. Pas parler aux citoyens, mais dialoguer ensemble. Oui, tout à fait d'accord. Et d'impliquer les jeunes là-dedans, là, je pense tout à fait essentiel aussi. Marc? Oui, je pense qu'en prolongement, je crois que toute la difficulté, c'est qu'il y a eu parfois une dérive et une confusion entre ce que l'on appelle la vérité de raison et la vérité d'opinion. Et le problème de la vérité d'opinion, c'est qu'elle se forge en particulier à travers les réseaux sociaux. Et c'est un véritable angle mort pour la science que le positionnement de scientifiques dans les réseaux sociaux. Avoir en fait à la fois les capacités et les qualités de pouvoir communiquer, de passer du temps, parce que c'est très chronophage de passer du temps sur les réseaux sociaux, mais c'est probablement un élément critique pour participer en fait à cette éducation du public. Il y a aussi des options, par exemple, à l'École des hautes études de santé publique, il y a eu des propositions de mise en place de conseils citoyens, donc de personnes en fait qui étaient en charge en fait de vulgariser, de communiquer autour de concepts scientifiques, pas seulement en situation de crise, mais de façon continue. Donc je crois qu'il faut qu'on arrive à travailler sur de nouvelles voies de communication et qui permettent de faire comprendre au public que la science, ce n'est pas quelque chose de dogmatique, ce n'est pas une vérité absolue, mais c'est une discipline qui est sans cesse en évolution et il ne faut pas trop lui en demander dans ce contexte. Oui, merci beaucoup. Très, très juste, Marc. Vincent? Oui, moi j'aimerais rebondir sur cette multidisciplinarité à laquelle nous sommes exposés maintenant, qui est aussi un terreau extraordinaire pour une recherche dans les sciences sociales et dans les sciences humaines, et qui doit complémenter naturellement tout le contact avec les patients, avec le citoyen. Je rêverais que dorénavant, je puisse m'entretenir et faire une recherche commune avec des économistes, naturellement, avec des sociologues, des anthropologues, et ça devient tellement important maintenant avec, par exemple, l'adoption des vaccins, avec des philosophes pour nous poser des vraies questions fondamentales. Où va-t-on? Quelles sont nos limites, etc. Et je pense que là, il y a un terreau aussi pour une recherche dans les sciences humaines qui doit être exploitée et qui me réjouit, et j'espère qu'elle sera saisie, cette opportunité. Merci beaucoup, Vincent. Et peut-être un dernier mot de mon côté, tout à fait d'accord, là, l'implication de toutes les sciences, tous les secteurs. L'intersectorialité est un mot qu'on utilise beaucoup au Québec, là, dans les fonds de recherche du Québec, très important. Et on croit vraiment là, que c'est avec la science, avec l'innovation qu'on va réussir à sortir de cette pandémie-là. Il faut y aller pour le long terme aussi et s'assurer que nos gouvernements là, vont continuer à investir en recherche et innovation pour dans les années à venir, là, très, très important, pas seulement en temps de pandémie, mais continuellement. Je ne sais pas si Nathalie, un dernier commentaire de la part du centre?
Oui, bon, je veux dire que c'est très passionnant et je pense qu'on pourrait continuer des heures à discuter ensemble sur plein de domaines variés qui meublent en ce moment et qui activent et qui passionnent notre vie. Et je crois qu'on reviendra peut-être sur cette thématique dans quelques mois, ce serait bien. Et à ce moment-là, avec une interaction avec le public. Mais c'est déjà, je dirais, un bel échange. Et puis, je voulais vous remercier personnellement tous d'avoir participé à cette table ronde. Je vous souhaite aussi une belle continuation dans ce que vous faites, que vous soyez aussi en santé. Et je remercie particulièrement Rémi d'avoir pris l'initiative d'animer cette table ronde. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous, en tout cas, au sommet virtuel et puis au présentiel, qui sera en mai, si vous le voulez bien, en région Auvergne-Rhône-Alpes, le 24, 25 le 25, 26 et 27 mai. Voilà. Je vous remercie et puis je vous souhaite une belle journée. Je ne sais pas si Rémi veut dire un dernier petit mot. Non, seulement merci à tous, là, très, très intéressant, pertinent, et comme Nathalie le dit, on aurait pu continuer à discuter des heures et des heures, mais la prochaine étape, je pense, d'impliquer le public, on a parlé beaucoup du public, là, d'impliquer nos concitoyens à intervenir, à nous poser des questions. Je pense que ça va ajouter beaucoup l'impact de tout ce qu'on fait depuis plusieurs mois. Merci à tous.